Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission consacrée aux enjeux qui touchent les personnes âgées. Après une bonne période de repos, il nous fait plaisir de vous revoir. Pour quelques semaines, nous enregistrerons cette émission à distance. Je suis au Mexique et mes collègues sont à Montréal et ils ont de l'air bien en forme. Oui, bonjour Alain. Eh bien oui, on est là. Exceptionnellement, on est trois aujourd'hui. Il y a mon ami Daniel. Bonjour. Et il y a notre recherchiste en chef qui est Serge. Alors, comme c'est toi qui fais le déroulement, tu vas nous dire pour l'instant c'est quoi le contenu de l'émission. Cette semaine, nous allons encore parler de la fraude parce que c'est devenu une véritable épidémie. Nous évoquerons le souvenir d'une grande voix de l'Acadie et nous ferons, comme tout le monde, c'est-à-dire chialer un peu à propos de vous savez qui. Dominique, vous avez une dent plutôt contre lui et votre dent, elle est pointue, hein? Écoute, moi, évidemment, je voulais parler des retombées sur les aînés, principalement des mesures de notre grand ami Trump. Et on a l'impression, évidemment, que les aînés vont être épargnés, qu'ils ne seront pas touchés. Mais effectivement, on va tous être touchés, et surtout les aînés, par les mesures, soit les mesures de rétorsion, soit les mesures que nous, que va mettre notre ami Trump. Alors évidemment, les aînés vont surtout être touchés par l'augmentation des prix de nutrition, parce que ça va monter beaucoup. Et nos amis des grands réseaux de supermarchés n'hésiteront pas à se faire des cadeaux et à aller encore piger dans notre poche. Pour les aînés qui vont en Floride, le gouvernement Trump considère que les snowbirds sont comme s'ils étaient des vulgaires trafiquants de drogue. Ils veulent qu'on s'enregistre quand on va aller aux États-Unis, qu'on remplisse un papier. On va même peut-être devoir donner nos empreintes digitales. Ben oui. Écoute, on est des gens dangereux, il faut le dire. Et en plus de ça, il faut avoir ce papier-là toujours sur nous, qu'on aille à la plage ou pas, il faut avoir ça sur nous. Alors ça, c'est pour les gens qui vont aller plus que 30 jours en Floride, c'est-à-dire les snowbirds qui ont un petit nid là-bas. Alors vous voyez comme les Américains nous apprécient, comme ils apprécient nos dollars, mais je pense que quand on va se pousser, ils vont apprécier plus nos dollars. Voilà. Alors pour l'instant, c'est les conséquences qu'on va avoir sur les mesures de M. Trump. Et inquiétez-vous pas, on va en avoir d'autres. Alors maintenant, à toi là. Voici mon commentaire maintenant sur le sujet en question. Si on ne peut plus se fier aux États-Unis, il faudra apprendre à protéger notre immense territoire nous-mêmes. Même si on a été longtemps pacifiste, le monde a changé et notre voisin au nord, n'est-ce pas, c'est la Russie. Sans parler de la Chine qui n'est pas loin. Dans les prochaines années, il faudra consentir des budgets importants pour notre défense. Et ce sera certainement au détriment des programmes sociaux auxquels on est habitué. Je crois que les aînés devraient se préparer à défendre leurs acquis. On en reparlera dans les prochaines semaines. D'autre part, on l'oublie des fois, là, mais la francophonie au Canada, ce n'est pas que le Québec. Il y a aussi l'Acadie qui a perdu dernièrement une de ses grandes voix. Alors, Daniel nous a préparé un topo sur quelqu'un qui a été une personnalité extraordinaire au Canada, une Acadienne qui est connue dans le monde entier. Et Daniel s'est fait une joie de nous la présenter, de nous la faire mieux connaître. C'était très intéressant. À toi, Daniel. Voilà. Alors, j'aimerais vous parler de Madame Antonine Maillet. Malheureusement, elle nous a quittés dernièrement, le 17 février 2025, à Montréal, à l'âge de 95 ans. Elle est née le 10 mai 1929 à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Elle était d'une famille nombreuse. Elle avait 5 sœurs et 3 frères, et c'était une des plus jeunes.
Ses parents étaient instituteurs, donc comme on dit, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Toute jeune, ses parents avaient vraiment remarqué qu'elle avait une aspiration très artistique. Elle créait des jeux ou encore des rôles avec beaucoup d'imagination. Finalement, sa mère est décédée à 14 ans, quand elle avait 14 ans, et son père 24 ans. Alors maintenant, si on parlait carrière. Oui, elle a fait une belle carrière. Voilà. Et longue. Oui, c'est vrai, une très belle carrière d'ailleurs. Donc, en 1959, imaginez, dans ce temps-là, elle a eu un diplôme de maîtrise de l'Université de Moncton. Alors, c'est quand même spécial. Et en 1971, elle a eu un doctorat de l'Université Laval. Très bonne université d'ailleurs, c'est là que j'ai eu mon bac. Alors, elle a commencé sa carrière en 1957. Elle était, imaginez, écrivain, romancière, dramaturge, scénariste, professeur, traductrice, et beaucoup de gens, peut-être qui ne le savent pas, elle était religieuse aussi. Alors, elle a été l'auteur de nombreux romans et pièces de théâtre très populaires. Ses œuvres les plus connues sont évidemment, vous allez le deviner, c'était La Sagouine, et aussi un roman très populaire qui s'appelait Pélagie la Charrette. Alors, pour ces deux œuvres, elle a obtenu le prix Goncourt de France en 1979, un prix très élogieux. Alors, imaginez, en plus de ça, la même année, parce qu'elle avait gagné ce prix prestigieux là, de Goncourt, la ville d'Outremont, où elle habitait, la ville d'Outremont où habitait Madame Maillet, a renommé sa rue l'avenue Antonine Maillet. C'est assez spécial, hein? Et son plus grand succès qu'il a fait connaître, c'est évidemment La Sagouine. Mais Madame Maillet a dit en entrevue, elle a dit que si elle s'était permis de s'acheter une belle grande maison à Outremont, c'était en cause vraiment de La Sagouine. Oui. Alors, elle a dit aussi que son succès, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'elle était disciplinée. Elle marchait 40-50 minutes par jour, puis elle disait que c'était sa façon de trouver son inspiration. Alors, elle a dit que dans sa maison d'Outremont, c'était vraiment bien le montage qu'il y a eu à la télévision que j'ai vu. Elle écrivait dans son grenier, puis elle voyait tous ces personnages autour d'elle. C'est spécial. Donc, j'aimerais préciser que dans ses pièces de théâtre, elle a eu des comédiens de grande renommée, dont Guy Nadon, Janine Suto. Puis, il est important de préciser que l'interprétation de Viola Légère, il faut vraiment le préciser, hein, dans le rôle de La Sagouine, a contribué grandement au succès de Madame Antonine Maillet. En 1972, sa pièce était en tournée dans plusieurs villes, donc Saskatoon, c'est quand même pas au Québec, Moncton et bien sûr Montréal. La Sagouine a même été produite à Monaco. C'est quand même bizarre parce que Monaco, c'est le pays le plus riche au monde, oui. Et La Sagouine, c'était une pièce sur la pauvreté. Alors, donc, c'était un petit peu contradictoire, donc, mais c'était ça. Alors, mais c'est vraiment la présentation de La Sagouine au Rideau Vert qui a fait vraiment la popularité de Madame Antonine Maillet. Puis aussi, elle a fait 2 séries télévisées sur La Sagouine. Alors, concernant sa vie privée. Que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt dans le temps. Ah, c'était, oui, puis il y avait une grosse cote d'écoute. Ah oui, puis qu'est-ce que vous avez aimé de ça? Ben, j'ai tout aimé, parce que c'était le réminiscing, enfin, l'expression d'un pays vraiment qui était le Nouveau-Brunswick, et on sentait vraiment tout ça à travers ce qu'elle disait. C'est un point que vous connaissez? Oui, un petit peu. C'est bien. Oui. Alors, concernant sa vie privée, surprise pour peut-être plusieurs, Antonine Maillet fit de nombreuses années avec sa compagne, Madame Mercedes Palomino, qui était fondatrice du théâtre du Rideau Vert. Alors, Madame Maillet n'était peut-être pas une historienne ou sociologue, mais elle a pris clairement parti pour les pauvres. Et ce, partout dans le monde. Elle décrit ce choix comme étant humain. Puis elle était vraiment concernée par la domination économique aussi. Alors, je termine bientôt. Il y a eu plusieurs honneurs que Mme Maillet a eu de 1960 à 2021. 2021, c'est quand même assez récent. Oui. Puis pas un, pas deux, là. Êtes-vous bien assis selon vous? Combien de prix d'honneur qu'elle a eu, Mme Maillet? D'après moi, il y en a une centaine. Vous exagérez un peu. Oh, wow. Les sceptiques seront confondus. Donc, elle a eu 27. 27, c'est quand même beaucoup. Elle a eu le titre d'officier de l'Ordre du Canada, le prix Goncourt que je disais tantôt de France, aussi officière de l'Ordre des Arts et des Lettres de France, et aussi citoyenne d'honneur de la Ville de Montréal. C'est bien. Alors, finalement, en résumé, Mme Maillet a fait 20 romans, dont le principal, comme je disais tantôt, Pélagie la Charrette. Elle a fait 15 pièces de théâtre,
15, dont la Sagouine. Elle a fait 2 contes et aussi elle a été active au niveau cinéma et télévision. Au niveau télévision, elle a fait la Sagouine, mais il y a une chose qui m'a surpris. En 2002, c'est écrit sur Internet qu'elle a fait Séraphin, Un homme et son péché. Hein? Ça m'a surpris. Est-ce que vous saviez? Non. Ben, au moins, j'ai informé pour quelque chose. Ben ouais. Finalement, je termine. En plus de tout ça, ce qui est vraiment impressionnant à savoir, c'est que ces livres, donc La Sagouine et Pélagie la Charrette, ont été traduits en plusieurs langues. Anglais, espagnol, portugais, suédois, indien, slovaque et même japonais. Ben, pourquoi pas? Tu me vois partie. Donc, finalement, c'était l'histoire de Mme Antonine Maillet. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on peut vraiment dire que c'était une femme remarquable. C'est vrai, et pour une Acadienne qui a gagné le prix Goncourt, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'était vraiment une grande dame. Moi, ça m'impressionne tellement tout ça. Moi, je dis souvent, c'est l'équivalent de Tremblay chez les femmes. Oui, c'est vrai. Puis c'était une petite femme, hein, une femme de petite taille. Oui. Elle était moins que 5 pieds, mais vraiment une grande dame. Alors voilà, Alain, c'est à toi. Voici maintenant une bonne nouvelle. Il y a cette épidémie de fraude, bien sûr, mais il y a de l'aide pour ceux qui ont été victimes de fraude. On peut vous indiquer ce qu'il faut faire, dans quel ordre. On vous accompagnera dans les démarches juridiques, financières et techniques. C'est l'Autorité des marchés financiers, l'agence du gouvernement québécois qui surveille les activités financières, en collaboration avec la clinique de cybercriminalité de l'Université de Montréal qui offre ces services. La fraude, il faut le réaliser, là, c'est devenu une plaie. L'an dernier, 1300 cas ont été signalés et ce ne serait que 10% des fraudes. Autrement dit, il y en a plus de 35 cas à tous les jours. Et en moyenne, chaque fraude tournerait autour de 70 000 $. Vous le voyez, c'est grave. C'est une grosse industrie maintenant, la fraude. Et au total, pour le Québec, en une année, c'est 1 milliard de dollars qui sont fraudés. Alors, que faire si ça vous arrive ou quelqu'un de votre entourage? Ben voici la réponse d'une spécialiste de la clinique de cybercriminalité de l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Rim. Dites-moi, vous êtes pas mal occupée par les temps qui courent. Je vois que vous avez beaucoup de plaintes qui sont faites par des gens qui sont fraudés. Alors, pour le bénéfice là, des gens qui nous écoutent, je réalise que je viens d'être fraudé. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est sûr que la première chose à faire, c'est premièrement de s'assurer, de vérifier qu'on a bien été fraudé. Donc, vous faites une petite recherche en ligne. Si par exemple, vous avez fait des achats sur un site qui était peut-être frauduleux, faites une petite recherche Google. Quand vous êtes sûr que vous avez été fraudé, nous, ce qu'on recommande à la clinique de cybercriminologie, c'est de porter plainte à la police. Alors, c'est sûr que je veux faire un point d'honneur ici que parfois, il faut gérer ses attentes vis-à-vis de la police quand il s'agit justement de porter plainte parce que il y a des cas où les pertes sont un peu minimes ou peut-être que ça va être un peu plus difficile de porter plainte, mais en tout cas, essayez d'avoir un rapport d'événement. Donc ça, je dirais, c'est la première chose à faire. Si vous êtes victime de vol d'identité, et aussi là, la première chose, c'est évidemment de contacter votre service de police. Deuxième chose, évidemment, c'est que vous pouvez faire, ça dépend des cas. Donc, si vous avez perdu de l'argent, c'est de contacter votre institution financière. Si vous avez été victime de vol d'identité, vous contactez votre institution financière, mais aussi tout organisme qui a votre identité, donc par ordre d'importance, Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada, Service Canada, etc. Donc, et si vous avez besoin d'aide supplémentaire, des conseils ou justement que vous ne savez pas quoi faire au départ parce qu'il y a trop de choses, vous pouvez nous contacter à la clinique, puis on répondra à vos questions, on vous donnera un petit peu un processus là à suivre pour justement
essayer de guider la les gens, c'est hein? ça. Exact. Oui, oui, parce que je vous écoute là, et c'est pas simple là. Hein, il faut quand même rejoindre Faut plusieurs qu'il soit des instances, Canadiens, ça veut ça. et en plus que c'est pas toujours clair, et en plus du choc émotif quand on réalise que l'ampleur de certaines pertes. Je lisais un article qui disait que la fraude moyenne, c'était autour de 70 000 $. C'est énorme. Oui, ça dépend des types de fraude, mais c'est un très, 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 très bon point. Là, il faut jamais minimiser l'impact psychologique qui est parfois beaucoup plus important que la perte financière parce que de l'argent, certes, on en perd, dans certains cas, on peut se faire rembourser, mais l'impact psychologique de cette fait frauder, là, il est très important. Puis ça, il faut jamais le sous-estimer. Nous, tant pour nous quand on donne justement un service aux victimes, mais aussi pour les victimes elles-mêmes là de savoir que c'est pas des choses à négliger là. Oui, d'accord. Alors, mais on constate l'ampleur là, d'une Mhm. fraude. Le processus de récupération ou le processus de tout ce qu'il faut faire après une fraude pour éviter qu'elle se répète, le vol d'identité, ainsi de suite, c'est une démarche qui est longue. Oui, c'est extrêmement long. Comme vous l'avez mentionné, il faut contacter plusieurs organismes. Dans certains cas, on n'est pas sûr aussi hein, que ça porte ses fruits. Par exemple, quand on se fait voler son identité, oui, on peut aller contacter les organismes, mais la, le vol, il est toujours là, là. Votre identité, elle peut être utilisée à n'importe quel moment. Donc, le processus, il est extrêmement long. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, après ça, une fois qu'on a été fraudé, qu'on a mis en place des mesures, c'est de continuer à se protéger constamment dans sa vie de tous les jours, là. Et comment est-ce on se protège? Moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est sûr qu'il faut être très prudent par rapport à ces communications en ligne. Donc, que ce soit que ce soit pour que vous faites des achats, vérifiez toujours les sites sur lesquels vous faites vos achats. Faites une recherche Google avant pour savoir si c'est pas des sites qui sont frauduleux. Donc, la première chose, c'est toujours de faire une recherche, de pas agir impulsivement. Donc, parfois, on voit des publicités, on clique dessus, mais faites toujours une recherche en amont avant de cliquer sur un lien ou de faire des achats. Donc, ça, c'est la première chose, c'est vraiment faire preuve de prudence, prendre un pas de recul, ne pas agir impulsivement. Puis, la deuxième chose, c'est de s'assurer toujours de savoir à qui vous avez donné vos informations, dans quelle capacité vous les avez données, qu'est-ce que vous avez donné comme information. Donc, si par exemple vous avez un appel de votre banque, qu'elle vous demande certaines informations, assurez-vous dans ce cas-là que, premièrement, est-ce que c'est des choses que la banque fait habituellement, par exemple vous demandez votre NIP ou des choses comme ça. Donc, ça, vous pouvez toujours, si vous avez reçu un appel de la banque, vous pouvez toujours leur dire, je vais vous rappeler et Oui. vous rappeler au numéro de la banque. Là. Ça, c'est vraiment une très bonne pratique. Puis, les banques sont très ouvertes à ce que vous le fassiez aussi. Là, honnêtement, il y a personne qui va vous dire, non, non, seulement les fraudeurs qui vont vous dire ça. Mais si vous avez un doute, donc c'est ça. C'est toujours, en fait, d'essayer d'agir de manière prudente et jamais de manière impulsive, même si on vous met la pression. Puis après ça, je vous dirais, c'est la vie quotidienne. Là, on s'assure d'avoir des bons mots de passe sécuritaires, qu'on ne communique à personne, on communique pas d'informations personnelles. Des fois, sur Facebook, on a tendance à mettre peut-être sa date de naissance, des choses comme ça. Ça aussi, on évite de le faire au maximum. Bon, alors ce sont des précautions élémentaires, mais malgré tout, vous avez de nombreux cas. Oui, on a de nombreux cas euh, les, parce que les fraudeurs, ils ont cette capacité à comprendre un peu qu'est-ce qui vient nous titiller, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent nous approcher plus facilement. Donc, par exemple, un des cas qu'on voit souvent, c'est en ce moment, c'est des sites de vente frauduleux qui prétendent vendre des produits québécois. Alors là, on est dans un contexte évidemment où on a envie d'acheter local, on va acheter le plus québécois possible.
Donc, quand on voit des sites Internet qui vous disent vendre des bas de laine faits au Québec, on a envie d'acheter parce que le contexte aussi actuel dans lequel on est fait qu'on a envie de faire ces achats-là. Donc, et ça, c'est pas de notre faute, hein. C'est juste le contexte. Et puis nous, comme citoyens, on a envie de faire des achats. Mais c'est quelque chose que les fraudeurs utilisent. Donc, encore une fois, c'est à ce moment-là qu'il va falloir vérifier l'authenticité du site. Donc, une petite recherche Google pour s'assurer que l'entreprise est bien une entreprise québécoise, que les gens sont satisfaits de leurs achats, etc. Et quand on est consommateur, on est amateur. Mais ces gens-là sont des professionnels. C'est ça, parce que ce que j'aime rappeler aux gens, c'est que nous, en tant que consommateurs, on a aussi autre chose dans notre vie, hein. On a une famille, on a un travail, etc. Mais eux, leurs fraudeurs, leur travail, c'est de frauder les gens. Donc, eux, ils passent 35 heures, 40 heures par semaine à faire que ça. Ils ne font que ça. Donc, c'est dur aussi pour les citoyens d'être toujours aux aguets parce que nous, on a plein d'autres choses auxquelles penser, mais eux, ils n'ont que ça. Donc, ils ont beaucoup plus de temps. Donc, c'est là aussi où ils sont des professionnels. Oui, c'est ça, il faut se méfier. Dites-moi, est-ce que parmi les victimes que vous avez dépannées et aidées, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à récupérer une partie des sommes perdues? Ça dépend de certains types de fraudes. Je vous dirais que quand il s'agit d'achats frauduleux, dans la plupart des cas, les gens récupèrent leur argent. Mais ça, c'est souvent des pertes qui sont minimes. Là, c'est des 100, 200 dollars. Mais dans les cas où les gens ont perdu des grosses sommes d'argent, par exemple, dans de la fraude à investissement, la fraude amoureuse, et là, c'est plus des pertes, justement, qui sont plus aux alentours du 70 000. C'est très rare que les gens récupèrent leur argent. Bon, alors, raison de plus pour se méfier. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'était intéressant et on a fait le tour de la question, oui. Oui, c'est ça. Nous, on reçoit aussi on a aussi beaucoup je vous dirais, la majorité de notre clientèle, c'est souvent aussi des aînés. Donc, je vais essayer d'orienter plus sur ce qu'on donne d'habitude comme information, mais aussi qu'est-ce que eux, d'habitude, viennent chercher comme information auprès de nous, là. Donc, ouais. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous aviserai par courriel de la diffusion du reportage, de l'entrevue. Merci beaucoup. Merci, Madame Rim. Au revoir. Au revoir. Alors, je pense que le message est clair. Obtenez de l'aide, défendez-vous ou tout le moins prenez conseil à la clinique de cybercriminalité au numéro de téléphone 438 901 4395. On revient maintenant à notre studio de Montréal. Studio étant évidemment entre guillemets. On entendra cette fois-ci un vieux modèle de 1947. Serge, tu voulais nous dire un petit mot? Un tout petit mot, peut-être une brève présentation. Je suis donc je travaille avec l'équipe ici. Je suis né à Shawinigan et j'ai passé ma vie à enseigner au secondaire. C'est pas au secondaire. Je suis un modèle 47. 1947, un très bon cru. Ah oui, absolument. Puis, on confirme. Donc, je voulais, pour mes amis aînés, peut-être mentionner quelques petites choses sur trois aspects. Bouger, socialiser et vivre en santé. Pour ce qui est de bouger, tout le monde nous dit, bon, bouger, c'est important, et c'est ce que je voudrais rappeler, mais à mon avis, sans forcer la chose. Certains médecins vont forcer les gens parce qu'à cause de certaines conditions, mais sinon, pas vraiment. Si quelqu'un ne bouge pas, je vois pas que ce soit une mort fatale, pas du tout. Mais en général, ce qu'il faut bouger, c'est vraiment, je suis content de faire la même chose que Mme Antonine Maillet. Moi aussi, j'ai mon 45 heures de marche chaque matin. Je témoin. Et puis, exactement. Et je cours un petit peu là-dessus, puis etc. Donc, bouger. Deuxièmement, on parlait de socialiser. Encore là, c'est pas nécessaire de se forcer, mais si vous écoutez votre petite voix, et puis si vous avez le goût de rester tout seul, c'est pas un problème. Mais le moindrement que vous sentez que socialiser serait bon, j'ai une amie qui est très bonne à faire ça, elle nous appelle, elle fait des petites réunions, juste sortir pour voir des gens. Alors, le moindrement que vous sentez que vous devez communiquer, sortez, vous faites quelque chose, appelez ou essayez de faire quelque chose
Danser aussi, certainement, danser aussi avec Daniel. J'avais parlé aussi de vivre en santé. Pour vivre en santé, je voudrais mentionner une chose. Le médecin n'est pas toujours facile, donc on a tendance à voir sur Internet les conseils. Attention, je conseille d'y aller. Allez-y, vous fouillez partout, regardez ce qui se concerne, mais il se dit n'importe quoi. Il se dit n'importe quoi, même sur des sites qui ont de l'air très sérieux. Choisissez un site qui est sérieux, comme par exemple l'Institut de cardiologie à Montréal a une sous-page où il parle de tout sujet de santé, et si c'est l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est pas monsieur n'importe qui parle. Donc, c'est la troisième chose que je voulais m'enseigner, quoi faire au niveau de se promener sur Internet. D'accord, ça donne des pistes, mais parfois les 3-4 sites disent la même chose, c'est pas ça du tout. Quand on va sur un site sérieux, choup, on a l'heure juste. Alors, merci Serge. Daniel, tes petites recommandations, tes petites phrases La petite optimistes pensée que du tu nous jour. fais, la pensée À un moment du donné, jour. j'avais une discussion avec Dominique au téléphone, puis on parlait des pensées que nos mères disaient, tu sais. Oui. Il y a une phrase que ma mère disait souvent, puis là, ça s'attribue un peu à ce qu'on vit présentement au niveau politique avec notre locataire de la Maison-Blanche. Bravo, 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 bravo. Alors, ma mère, ce qu'elle disait, c'est quand on est valet, on n'est pas roi. On a beau dire une pile de commentaires par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais c'est ça. Quand on est valet, on n'est pas roi. Voilà, c'est un bon dicton. Alors, je te laisse la fin, mon cher Alain. Voilà qui termine notre émission. Merci à mes collègues Daniel Bélan, Dominique Delbast et Serge Bellemare. Merci à vous, cher public. Merci de nous écouter. Merci de partager cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, surveillez les pissenlits qui vont pousser bientôt. Mais surtout, profitez de la vie.